Le radio show des animaux est de retour sur FLP Radio avec comme invité Loïc Dombreval. Bonjour. Cléa, bénévole chez Ethic for Animals. Bonjour. Et Albert Calamuso, protection et premier adjoint de la ville de Villeneuve-Loubet et protection à l'animal sur la commune de Villeneuve-Loubet. Et bonjour les animaux, et très très heureux de retrouver tout le monde ce soir, en plus avec un ami invité, donc... C'est vrai, vétérinaire en premier lieu. Vétérinaire de formation, oui. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation à FLP Radio et de participer à ce radio show des animaux. Cette émission, elle est faite également pour s'intéresser à la psychologie animale, la cause animale, les bénévoles, les refuges, les familles d'accueil, tout ce qui se passe autour de l'animal et tout ce qui en découle avec ses aspects négatifs. Mais surtout, ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est les aspects positifs et tout ce qui plaide pour cette cause-là, puisqu'ils n'ont pas de voix, à nous de faire en sorte de les faire entendre. Alors, merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation et d'être sur FLP Radio. Albert Calamuso et Cléa vont mener les interviews. Je vais faire ce qu'on appelle dans notre jargon du passe-plat. Je vais me permettre de rentrer de temps en temps avec des questions, avec des réactions. Et puis c'est parti. Donc, merci. Et c'est parti pour ce radio show des animaux. Je vais commencer, Fabrice, pour nos auditeurs. Déjà, Loïc Dombreval, en temps normal, on se tutoie, Loïc, mais là, compte tenu qu'on reçoit le député de la Nation, je vais faire comme les autres. Comme tu veux. Je vais te vous voyez. Comme vous voulez. Alors, pour le présenter un petit peu, Loïc Dombreval est docteur vétérinaire depuis 1990. Il a occupé plusieurs fonctions civiles, on va dire. Hein. Directeur de la communication chez Virbac, puis consultant senior en stratégie chez Capgemini, et enfin directeur conseil chez Publicis Santé. Politiquement, parce qu'il faut quand même avoir ce volet en vue, c'est qu'en 2007, vous débutez une carrière politique aux élections législatives. La même année, l'année suivante, vous devenez président du MoDem. Et c'est sous cette étiquette que vous vous présentez aux européennes et aux régionales. Vous devenez conseiller municipal en 2008 à Villeneuve-Loubet à Vence, une commune proche de la nôtre. Et jusqu'en 2014, où là, vous devenez maire et puis vice-président de la métropole. Enfin, en 2015, vous êtes conseiller régional et en 2017, vous devenez député de la Nation. Un 18 juin, une date extraordinaire. Oui. Donc, j'ai très rapidement brossé une carrière de 30 ans, richement remplie. J'ai regardé, c'est très richement rempli. Alors, tu m'excuseras, Loïc, si j'étais un petit peu vite pour tracer ta carrière. Mais elle est riche, certes, mais elle est quand même éclectique. Virbac, Publicis, Capgemini. Tu peux nous dire un petit mot sur ce parcours ? Ça a été compliqué pour moi de quitter la médecine vétérinaire. Ouais. Ça s'est passé en 2015 et c'est vrai qu'au départ, je suis rentré chez Virbac, comme vous l'avez évoqué, à Carros, dans les Alpes-Maritimes, qui était à la fois un pied en entreprise et un pied toujours dans le monde vétérinaire, puisque ce laboratoire est dédié à la santé des animaux. Et puis ensuite, j'ai pris goût en fait à l'entreprise et puis me suis orienté dans des entreprises qui étaient plus généralistes et qui dépassaient le cadre strict de santé animale. Mais pour y revenir en fait assez rapidement, parce que en 2002, après quelques années dans les quelques entreprises, j'ai effectivement créé ma propre entreprise qui est une boîte de conseil autour de tout ce qui concernait santé et bien-être animal et que j'ai gardé pendant 17 ans. Donc j'ai toujours été finalement au contact très proche de la santé animale, du bien-être animal et c'est voilà, je suis attaché à ce milieu, à ces questions et c'est un trajet qui, au fond, était au départ effectivement assez surprenant pour un vétérinaire de formation qu'on s'attend à voir systématiquement dans un cabinet. Et puis finalement, je ne l'ai jamais quitté. Enfin, j'ai quitté le cabinet, mais j'ai jamais quitté les animaux. Alors, justement, Loïc, cet attachement aux animaux que moi je connais depuis longtemps, qui est maintenant de notoriété sur toute la France, depuis que tu es à l'Assemblée, je le disais depuis 2017, cet attachement aux animaux, comment il est perçu par tes collègues à l'Assemblée ? Alors, on va faire assez simple. il y a deux catégories de collègues. Il y a ceux... non, il y en a trois.
Il y a ceux qui considèrent que c'est pas un sujet, qui ne comprennent pas pourquoi je passe du temps sur ces questions, avec d'autres députés. Je suis pas le seul à travailler sur ces questions-là. Il y a ceux qui pensaient ça et qui ont évolué et qui se sont rendus compte au cours de cette législature que ça devenait véritablement un sujet politique. Je ne peux pas leur reprocher de ne pas s'en être rendu compte avant, enfin, et c'est bien qu'ils aient évolué. La première catégorie n'a pas évolué, ils en sont toujours au même stade sur ces questions. La deuxième a évolué, puis il y a ceux qui, comme moi, considèrent que c'est un vrai sujet politique, un sujet de société, à telle enseigne que aujourd'hui, il y a des partis monothématiques qui sont spécialisés sur les animaux et qui se présentent à des grandes élections et qui font des scores qui sont des scores absolument, je trouve, tout à fait étonnants. Enfin, oui, étonnant et en même temps pas étonnant quand on voit la façon avec lesquelles vos émissions ou sur d'autres types de médias, il y a des réactions très fortes autour de ces questions sur les animaux. Tout à l'heure, vous disiez que, en quelque part, est-ce que vous n'avez pas du temps à perdre que de vous focaliser sur les animaux? Ça veut dire qu'au sein de l'hémicycle, vous avez des gens quand même qui vous font ce genre de reproches? Oui, c'est pas aussi clair que ça, mais enfin, ça se voit. Ah ouais? Ça se voit à leur visage. Ah ouais? Oui, ou à leur réaction sur des... Qui eux-mêmes peut-être ont des chiens et des chats chez eux. Ouais, ou qui sont, en fait, qui soupçonnent qui soupçonnent tous celles et tous ceux qui travaillent sur ces questions d'avoir un agenda caché qui consisterait à vouloir rendre le monde entier vegan, abolir toute forme de chasse, enfin bref, être dans un monde très particulier qui est pas le monde, qui est pas mon monde, qui est pas celui que je souhaite. Mais voilà, et c'est leur en fait leur principale inquiétude. Et ils vous soupçonnent d'avoir cet agenda-là. Et alors que moi, j'ai toujours, dans toutes les prises de parole que j'ai pu avoir, qu'on m'a donné l'occasion d'avoir, comme aujourd'hui dans d'autres médias, j'ai toujours prôné des positions extrêmement équilibrées. Je ne veux rien abolir. Enfin, si, je veux abolir les choses qui sont douloureuses pour les animaux et qui les font souffrir. Mais en dehors de ça, j'ai pas de problème avec l'élevage, par exemple. Moi, je suis favorable à un élevage traditionnel français. Voilà, on sait comment il est fait. Les animaux sont en plein air. Il y a environ une soixantaine de bêtes. Quand il s'agit de bovins, voilà. Et à la fin, effectivement, on les transporte et on les abat et on les mange. Et je ne suis pas opposé à ça. J'ai pas, moi, le pouvoir ou je m'autorise pas à dire aux autres ce qu'il faut qu'ils mangent. Voilà, chacun mange ce qu'il a envie. Et moi, à titre personnel, par exemple, je mange effectivement de temps en temps de la viande, de moins en moins, comme beaucoup de gens. Voilà, donc voilà, tous ces députés que vous évoquiez là, ils pensent que vous avez cette volonté au fond qui est cachée et que évidemment vous ne révélez pas. Ils veulent vous décrédibiliser, vous mettre dans un coin, voilà, et en vous stigmatisant et en expliquant que en fait vous êtes un vilain vegan qui est capable d'aller taguer des élevages, enfin des choses radicales et extrémistes que j'ai toujours dénoncées. Parce qu'en plus, je suis absolument convaincu, je le sais, que ces positions radicales et extrémistes autour de la cause animale freinent toute forme d'avancée. Voilà. Et moi, c'est toujours à ces gens-là qu'on fait référence quand on vient m'expliquer que ce que je fais pour les animaux ne doit pas continuer, ne doit pas progresser. Et on fait référence toujours à ces gens-là. Donc à ces radicaux extrémistes qui effectivement vont aller casser des vitrines de bouchers, taguer des élevages, s'en prendre aux mauvaises personnes et considérer que voilà, tous ces gens sont des tortionnaires et des barbares. Tu disais tout à l'heure que le sujet de la condition animale est devenu un sujet politique. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir qu'un jour qu'il devienne apolitique et que l'on trouve un consensus dans tout, de la droite à la gauche à l'Assemblée? D'abord, aujourd'hui, on est à Villeneuve-Loubet, on peut le dire. Oui, bien sûr. Et au contraire. Et à Villeneuve-Loubet, et même si on ne partage pas les mêmes opinions politiques avec Lionel Lucas, je dois reconnaître quelque chose vers Lionel Lucas. Lionel Lucas, c'est quelqu'un qui, de tout temps, et depuis qu'il a été élu député, et depuis qu'il est maire depuis longtemps, mais il s'est toujours préoccupé de ces questions. Et il l'a fait depuis très longtemps et même depuis le début de la création d'un groupe d'études sur la protection animale qui avait été créé en 2002 par une consoeur vétérinaire, Geneviève Gaillard. Ouais. Et Lionel Lucas a adhéré à ce groupe d'études donc que je préside aujourd'hui. En 2002, donc il y a, je me souviens plus combien, il y a 20 ans, pratiquement 19 ans. Et il a été de ceux des quelques députés qui avaient adhéré à ce groupe. Donc il faut le dire, c'est quelqu'un
qui a un engagement ancien. Il a fait beaucoup de choses pour des refuges de protection animale du département et il a agi au niveau national. Il a déposé des propositions de loi. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup agi sur la question. Il est très, très impliqué sur la cause animale. Et c'est la preuve que moi, qui n'ai pas les mêmes opinions politiques que Lionel Lucas et d'autres qui sont à gauche, au milieu, à droite, des écolos, etc., peu importe, ces groupes d'études auxquels a appartenu Lionel. Voilà, c'est vraiment un sujet de société sur lequel on peut se retrouver, comme tous ces grands sujets de société qui traversent la société. Voilà, il traverse ce sujet, traverse la société de façon, ça fait longtemps maintenant, hein, et ça ne fait que croître. Et je suis de ceux qui pensent, comme Lionel Lucas, j'en suis convaincu que c'est pas une mode et que c'est un sujet qui est appelé à s'ancrer de plus en plus dans la société. Alors, on a un peu fait le tour du paysage, autre que celui qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui, c'est la lutte contre la maltraitance animale. On va y entrer directement, très rapidement avec Cléa. Mais cette loi qui a été votée le 29 janvier à l'Assemblée, qui maintenant va passer en première lecture, en tout cas à l'Assemblée, et qui doit passer au Sénat, est-ce qu'on peut dire que cette loi, c'est ton bébé ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour qu'on puisse avoir un temps parlementaire pour quasiment 3 jours quand même pour parler de cette question à l'Assemblée nationale. Donc, et puis j'ai fait, objectivement, j'ai vraiment beaucoup bossé depuis 2017. En plus, avec toutes les réserves qu'on a évoquées avant, c'est-à-dire avec une Assemblée nationale et des députés qui me regardaient avec des yeux effarés en me disant mais qui c'est lui et qu'est-ce qu'il veut faire. Oui, c'est le Brigitte Bardot de l'Assemblée. Voilà, ça, je l'ai entendu. Hein. Oui, je l'ai lu aussi moi dans la presse locale en particulier. Et donc oui, j'ai beaucoup bossé pour ça. Alors c'est mon bébé, oui, et en même temps c'est pas mon bébé parce que si ça avait été mon bébé, il serait un petit peu différent. Donc c'est le fruit, cette proposition de loi, de consensus, de négociation, on a essayé de trouver un terrain commun pour avoir une forte majorité. Et donc forcément, si ça avait été mon bébé, peut-être qu'on aurait eu des majorités moins fortes, peut-être que ça aurait été plus compliqué, mais il y aurait eu plus de sujets traités dans cette proposition de loi. Maintenant, il faut se résoudre à l'évidence. Elle fait, me semble-t-il, on va probablement en discuter, avancer les choses sur un certain nombre de points. Elle ne fait pas avancer les choses sur d'autres sujets. Et je sais aujourd'hui, par expérience, que si on avait voulu faire une loi trop globale, probablement on se serait heurté à un mur, on serait même rentré dans le mur et on n'aurait rien voté du tout. Donc là, on peut se réjouir au fond que cette PPL incomplète, il faut le dire, soit malgré tout votée à la quasi-unanimité et fasse avancer les choses sur un certain nombre de sujets. Alors, avant de laisser la parole à Cléa pour entrer dans le vif du sujet, en tout cas sur les articles qui ont fait polémique dès la sortie, dès le vote du moins de ce projet de loi, le texte doit être maintenant, je le disais tout à l'heure, examiné au Sénat. 30 parlementaires et 43 ONG ont écrit au Premier ministre pour faire activer un petit peu les choses. Les sénateurs traînent les pieds. Pourquoi ? D'abord... moi, j'ai une petite idée. Oui. Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien avoir la tienne. Peut-être qu'il faut rappeler aux auditeurs le trajet compliqué de faire une loi. Je veux dire, des propositions de loi, n'importe quel député peut en faire tous les jours. C'est très simple. Simplement, des propositions de loi qui font loi, qui sont finalement votées, c'est très très rare, c'est beaucoup plus rare. Le trajet, c'est voté en général, c'est le trajet suivant, c'est à l'Assemblée nationale en première lecture, ensuite ça passe au Sénat, ensuite les sénateurs et les députés se mettent d'accord ou pas sur un texte commun, s'ils n'arrivent pas, ça revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, et ça, c'est dans le cadre d'une procédure dite accélérée, ça veut dire c'est encore la procédure la plus simple, c'est le cas de cette proposition de loi. Aujourd'hui, effectivement, on attend une date, on est passé en première lecture à la quasi-unanimité, fin janvier, comme tu l'évoquais, Albert. Maintenant, on attend une date au Sénat. Cette date n'arrive pas, mais elle va arriver. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas ? Il faut reconnaître que l'agenda du Sénat est extrêmement surchargé, que c'est compliqué donc de trouver les 3 jours, parce qu'il faut au moins 2-3 jours pour pouvoir la traiter correctement, cette proposition de loi, et qu'on s'achemine probablement vers un examen au Sénat qui, effectivement, on aura attendu longtemps, puisque fin janvier, février, rien, mars, rien, avril, mai, juin, juillet, donc ça va probablement être septembre. Et c'est même très, très, très probable que ça soit en septembre, deuxième quinzaine de septembre, à la rentrée parlementaire, où là, les sénateurs s'empareront de la loi. Mais je le répète aussi pour les auditeurs, il faudra ensuite qu'elle revienne, si on ne se met pas d'accord sur un texte commun avec les sénateurs, qu'elle revienne pour une deuxième lecture définitive et qu'elle fasse loi en France à l'Assemblée nationale. Ouais, ça serait dommage qu'elle ne passe pas sur cette mandature, parce que sinon...
Pour moi, c'est inconcevable. C'est inconcevable, certes. Je suis certain qu'elle sera dans cette loi de mandature. Je pense même qu'elle le sera d'ici la fin 2021. Bon, je vais laisser la parole à Cléa parce que les articles qui ont soulevé des protestations de toutes les associations, tu as dû les entendre assez fort, moi aussi. Oui. Mais je préfère que tu en parles, toi. Tout à fait. Alors, c'est sûr que Ethics for Animals, on est bien connu pour être au contact des associations, et notamment des associations sans refuge, qui travaillent beaucoup avec des familles d'accueil. Alors, c'est vrai qu'elles ont été extrêmement surprises de prendre connaissance de l'article 3 bis, qui a été proposé dans cette proposition de loi, notamment suite à l'amendement CE 151, qui a été proposé par le groupe de La République En Marche. Du coup, pour les auditeurs, je vais reprendre les éléments qui ont été proposés. Donc, on entend par famille d'accueil une personne physique accueillant temporairement sans transfert de propriété à son domicile un chien ou un chat, confié sous la responsabilité d'un refuge en attente de son adoption. Une association avec refuge devra désormais, avant tout placement d'un animal en famille d'accueil, obtenir une attestation dans laquelle son vétérinaire attestera de la non-dangerosité physiologique et comportementale de l'animal placé. Pour bien expliquer à nos auditeurs ce qu'est une famille d'accueil pour des associations qui fonctionnent sans structure, les animaux recueillis sont placés dans des familles dites d'accueil jusqu'à leur adoption. Donc, comment expliquez-vous qu'on puisse légiférer aujourd'hui sur la famille d'accueil avant même de légiférer sur l'association elle-même sans refuge ? On connaît l'article L211-25 qui réserve les adoptions aux seules associations avec refuge pour les animaux sortant de fourrière. Or, dans les faits, des associations sans refuge prennent en charge des animaux. Ça, c'est le cas aujourd'hui, et les mettent ensuite à l'adoption. C'est d'ailleurs un système qui fonctionne actuellement et qui est largement plébiscité. Donc, d'après les données qu'on a pu recueillir auprès du ministère de l'Agriculture, notre association Ethics for Animals, il existe en France 775 refuges, quand on compte plus de 3200 associations sans refuge. Comment pensez-vous que si cette loi passe comme elle est proposée aujourd'hui, ce soit possible que les refuges que les familles d'accueil soient par la suite rattachées entièrement au refuge? Alors, effectivement, il ne m'a pas échappé le fait que cet amendement et cet article aient posé quelques problèmes. Les familles d'accueil, de façon générale, très largement, elles font un travail qui est un travail remarquable. Elles le font d'ailleurs souvent bénévolement. Et il faut évidemment les remercier pour ça. Il reste, sur la question des familles d'accueil, une forme de vide juridique où parfois, je dis parfois, ça peut arriver, et autant se prémunir de ça, certaines familles d'accueil ont parfois des conditions d'accueil des animaux. Je prends des précautions parce que, encore une fois, il est nécessaire de les prendre puisque dans l'immense majorité des cas, les choses se passent bien. Mais dans les cas où ça ne se passe pas bien, ces familles d'accueil ont parfois des conditions d'accueil de ces animaux qui ne sont pas optimales. Et c'est pour essayer de limiter ces risques qui existent. Et personne ne peut dire le contraire. Ces risques qui existent dans les familles d'accueil, que cette loi, que cet article a été voté. Alors j'ai vu effectivement toutes les réticences qu'ont pu avoir un certain nombre d'associations de protection animale sans refuge. Le Sénat est là pour ça. Moi, j'ai rien contre les familles d'accueil, bien au contraire. Encore une fois, dans l'immense majorité des cas, elles rendent un service extraordinaire. Maintenant, s'il y a des précisions à apporter à l'article pour rassurer définitivement ces familles d'accueil qui font un bon travail, on se mettra d'accord très rapidement avec le Sénat et on reprendra probablement, même certainement, les précisions qui auront été apportées par ces amendements dits de précision du Sénat en lecture définitive. Non, parce que ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on propose quand même une définition de la famille d'accueil qui est quand même très précise dans cet article de loi, avant même d'avoir une définition une loi sur l'association sans refuge elle-même. Enfin, on n'a aucun texte aujourd'hui qui existe pour dire ce qu'est une association sans refuge. Oui, mais je vais même vous dire, il n'y a pas de définition de ce qu'est un refuge. Ben non, mais regardez les textes, et vous verrez que dans le code rural, il n'y a rien qui définit très précisément, il n'y a aucun critère définissant précisément ce qu'est un refuge,
quelles sont Quand les, même, les, Il y a les quand même des caractéristiques. contraintes, je veux dire, des quand même contraintes, des précisé. obligations. Bien sûr, c'est quand même précisé, le gestionnaire du refuge doit avoir une formation, etc., etc. C'est quand même listé dans les articles. D'accord, mais il y a un certain nombre d'imprécisions aussi sur la définition de ce qu'est un refuge, voilà. Donc, je dis que, encore une fois, on ne peut peut-être pas arrêter 1 heure sur cet article-là. Non, d'accord. Si on doit apporter des précisions à l'amendement pour rassurer tout le monde, ces amendements seront portés par les sénateurs et on les confirmera en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. L'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte que ces animaux, dans ces familles d'accueil, et je le répète, parfois ça se passe pas bien. C'est vrai. D'accord. Comme ça se passe pas bien parfois dans des refuges aussi. Tout à fait. Ouais. Voilà, Exactement. et je peux vous en citer. Et il faut essayer de limiter au maximum ces risques-là. C'est le sens de cet amendement, enfin des articles qui ont été votés. S'il faut les préciser, on les précisera. Ouais, c'est ce que j'avais dit lorsqu'il y a eu ce déchaînement. J'ai dit, je pense qu'une simple réécriture d'un tout petit passage Mais on peut arrangera les choses. Ouais. On poursuit avec cette proposition de loi. Moi, personnellement, je trouve que ce que vous proposez est une avancée extraordinaire. C'est notable pour les animaux. Et vous avez fait avec courage et détermination ce que aucun gouvernement n'avait fait avant vous. Ça, pour ma part, je tiens à le dire. Vous avez franchi un pas que personne n'avait franchi jusque-là, sauf peut-être en 2015, lorsqu'on a reconnu pour l'animal étant un être vivant doué de sensibilité. Mais jusque-là, personne ne l'avait fait. Donc cette proposition de loi, elle a des avancées notables, mais tous les sujets de la maltraitance ne sont pas traités. Et je crois avoir compris tout à l'heure, lorsqu'on parlait en off, c'est que il y a des pans de la maltraitance qu'il n'était pas nécessaire d'avoir dans ce projet de loi, mais qu'il faut traiter bientôt. Alors, pour les mesures spécifiques, il y a les premières mesures qui ont été prises pour les équidés. On n'aura plus de manège japonais, comme on dit. Ouais, ça a été une volonté forte. Oui, Ouais. oui, c'était porté par une association qui fait un bon travail sur cette question-là. Il nous a semblé que c'était, enfin, je sais pas, pour ceux qui n'ont pas vu ce qu'est qui savent pas ce qu'est un manège japonais, en fait, c'est comme un manège, Ouais. c'est comme un manège avec des chevaux en bois, sauf que les chevaux, ils sont en vrai, quoi, Ouais. et que ce sont des poneys et qui tournent en rond toute la journée, et que c'est assez pitoyable. Donc, on va effectivement interdire ça. Ouais. Alors, c'est pas non plus une activité extrêmement fréquente en France. Hein. Il y en a pas dans tous les coins de Ouais, rue. ben, et nous, surtout on ne les connaît pas ronds-points. ça ici dans le Ouais. sud. On Bon, à connaît pas ça. Villeneuve-Loubet, il n'y en aura jamais. Non, il n'y en aura jamais. Mais même dans le sud, c'est pas très Non, couru, c'est vrai. hein. C'est vrai, mais voilà, je sais pas, 10, 15, 20, 30 en France, voilà, c'est assez anecdotique, mais enfin symboliquement, c'est important quand même de détacher ces poneys de leur petit manège qui fait 5 mètres de diamètre là. S'agissant de la faune sauvage, Loïc, par contre, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'on a un delphinarium pas très loin d'ici, dans une commune voisine. Et il a été prévu dans ce projet de loi d'interdire les dauphins à partir de 2028, les orques à partir de 2023. On est principalement concerné sur le delphinarium qui se trouve à Antibes. Pourquoi attendre 2023 et 2028, tant de temps pour l'interdire, alors qu'il se passe des choses extraordinaires qui sont mises au jour tout le temps? Je ne comprends pas pourquoi on attend tellement. Et c'est bon pour d'autres aspects que l'on verra plus tard. Je comprends la question très bien. On est dans le cadre de transition. Vous savez, il y a... On peut pas faire avancer, évoluer les questions de conditions animales en faisant abstraction de tout l'environnement, de tout ce qu'il y a autour. On aimerait voir disparaître très rapidement des activités qui nous semblent être extrêmement dures pour les animaux, mais il y a aussi à peu près il y a plusieurs centaines de salariés. Ouais. Il y a une activité économique autour. Il y a plein de choses qui font que on peut pas tout d'un coup comme ça, sous la seule volonté de l'Assemblée nationale, considérer que on va mettre 400 personnes au chômage. Certes. Voilà. Donc toute la difficulté sur les questions de conditions animales, c'est de trouver des équilibres et des majorités. Quand on n'a pas la majorité dans l'hémicycle, on perd. Et l'article n'est pas voté ou la loi n'est pas votée. Et donc, il faut trouver des façons avec lesquelles on peut faire évoluer les choses en donnant des objectifs très clairs, mais en même temps en ménageant des transitions pour que tout le monde soit respecté. Les animaux, mais aussi les êtres humains, évidemment.
le Radio Show des animaux, et je vous propose d'écouter le reste de cette interview demain, mardi, dès 13h sur l'antenne d'FLP Radio, flpradio.fr et ses dizaines de tuners virtuels. Le Radio Show des animaux avec comme invité Loïc Dombreval, Cléa Ethics for Animals et Albert Calmuso, premier adjoint de la ville de Villeneuve-Loubet et à la protection animale. Elle écoute la radio. Elle écoute FLP Radio. FLP Radio, flpradio.fr.